Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. La dégringolade continue et il y a encore du potentiel, gros potentiel de baisse sur les indices américains, sur les crypto-monnaies. L'or est censé quand même avoir trouvé un bon support, on va voir ça. Donc notamment si vous avez de l'or coté en euros, on est en train de construire quelque chose de très haussier, de très bullish. Donc je vous explique tout ça en vidéo. C'est parti. Donc sur le Bitcoin, une nouvelle semaine de baisse, hein. Bien entendu, on est dans une vague d'impulsion, mais baissière, hein. Vous le voyez, on avait un joli petit drapeau comme ça baissier. Donc vague de baisse dans le range, on rebondit, on fait un drapeau baissier, on l'a cassé ici la semaine du 2 mai. On a amplifié le mouvement la semaine passée. Cette semaine, on est toujours dans la dynamique de baisse. Et je vous le rappelle, hein, ça s'inscrit dans un scénario de Dead Cat Bounce. C'est-à-dire, hein, vous voyez, le point haut du marché, il était ici. On descend sur le support, on rebondit, soit le chat est pas mort et on peut repasser dans un nouveau cycle haussier, soit le chat il est mort et quand il retouche le sol, boum, il rebondit pas là. Il rebondit pas, il est vraiment mort. Donc scénario du Dead Cat Bounce avec, je le rappelle, hein, les objectifs de cours sont de l'ordre de 20 000, peut-être des excès à 15 000 $, mais il va falloir un petit peu de temps avant de digérer hein, cette vague de baisse là, vous le voyez, hein, la volatilité en hebdomadaire, elle était basse. On a cassé par le bas cette figure chartiste. La volatilité est en train à nouveau de prendre en amplitude. Donc le mouvement baissier là est censé n'être qu'à son début sur l'unité de temps hebdomadaire. Donc c'est pour cela que le scénario le plus probable de mon point de vue est une nouvelle vague de panique avec peut-être ce qui s'est passé hein, sur le Terra Luna n'est qu'un prémisse, qu'un effet domino et que voilà, il y a d'autres projets qui vont créer à court terme des petites paniques baissières, des petites faillites qui devraient peut-être amener le Bitcoin autour de 20 ou 15 000 $ dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Donc là, la vague de volatilité à laquelle on est en train d'assister, donc une augmentation de la volatilité, une augmentation du phénomène de panique, ça va prendre pas mal de temps à digérer. Hein. C'est pas une fois qu'on a atterri aux 15 000, boum, on remonte et on est dans un nouveau cycle haussier, on va à 100 000, 200 000, 1 million de $. Non. Il faut du temps. Hein. Tout se digère. C'est comme prendre un gros repas, que ce soit un gros repas qui nous amène sur des multiples de x5, x6, ça se digère. Quand on prend un gros repas à la baisse, c'est pareil. Il faut du temps pour digérer ça. Donc, sauf si vous êtes en mode DCA, donc vous en achetez régulièrement. Les meilleures périodes pour faire du DCA, c'est les périodes de volatilité, hein, comme ce qu'on est en train de vivre. Les marchés baissiers, les ranges, c'est des périodes qui sont très intéressantes pour faire du DCA. Donc, soit vous êtes dans cette optique-là et voilà, on est dans un contexte de marché où chaque mois, vous pouvez en accumuler un tout petit peu. Hein. Moi, je ne vous recommande pas d'en avoir plus de 4 ou 5% de votre patrimoine. Soit vous êtes en mode pari spéculatif. Ça, c'est plutôt l'approche hein, que j'essaie de vous enseigner au travers de cette vidéo du samedi. Et dans ce cas-là, il va falloir être patient. Il va falloir être très patient. Exactement comme la patience qu'on a tous eu dans la communauté, hein, pour ceux qui ont suivi le trade ici hein, du mois d'octobre. On avait quand même attendu 2 années pour lancer ce trade, faire un x5, x6 sur cette crypto. J'ai des membres de la communauté qui, eux, avaient carrément pris leur plus-value au mois de c'était décembre et il y avait exactement la même pattern de début de cycle sur Ethereum. Donc je salue un expatrié Elio qui habite à Maurice maintenant, qui avait fait il avait pris successivement 2 patterns comme ça là de début de cycle. Il avait pris la première sur le Bitcoin, il avait revendu, il avait pris exactement la pattern sur Ethereum, boum, il a revendu quand on était ici sur le Bitcoin ou un petit peu après. Bref, il s'était pris 2 énormes vagues, 2 accidents positifs de richesse. Et ça en l'espace de 2-3 trimestres, 1 an quoi. C'est très peu, mais pour cela, il faut être en mode sniper, il faut être extrêmement patient, il faut rester cash pendant toutes ces conditions de marché là actuelles où il y a beaucoup de volatilité et on n'a pas des grosses asymétries positives dans un sens, où on n'a pas une clairvoyance, on n'a pas un gros consensus de marché, on reste cash.
et il faut savoir sortir les armes quand toutes les planètes sont alignées et qu'on est entre guillemets dans une position extrêmement favorable, que ce soit émotionnellement, que ce soit au niveau de notre capital qui n'a pas été amoindri pendant des mauvaises périodes de marché, et bien entendu quand on a une énorme asymétrie positive qui se présente devant nous. Donc voilà, vous savez, il y a deux mondes dans la spéculation. Il y a ceux qui, comme moi, font quelques trades une fois par an et ceux qui tirent sur tout ce qui bouge. Et à la fin de la fin, les statistiques de l'AMF parlent d'elles-mêmes. Il y a 80%, 90% de spéculateurs qui sont perdants dans les 1 à 2. Enfin d'ailleurs, tous les day traders, ils passent pas les 2 premiers mois. Et tous les investisseurs qui font de la spéculation, ils sont systématiquement perdants à 1 ou 2 années, malgré le fait qu'on soit dans des marchés haussiers d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment des statistiques qu'il faut pas se croire plus meilleur que les marchés, meilleur que tous les autres. Il faut juste comprendre qu'il y a des périodes pendant lesquelles on peut s'investir et spéculer, et d'autres périodes pendant lesquelles il faut être honnête avec soi-même, on n'est pas des magiciens, on ne sait pas ce que vont faire les marchés. Quand il y a des périodes de volatilité comme ça, c'est les news à court terme qui drivent vraiment les impulsions, qu'elles soient à la hausse ou à la baisse. Chose qui n'est pas le cas quand on est dans des périodes où le consensus est extrêmement haussier, les bonnes nouvelles sont amplifiées, les mauvaises nouvelles sont étouffées. Voilà, là on n'est pas du tout dans cette psychologie de marché, donc si on essaie de spéculer dans ce genre de contexte de marché, c'est très compliqué. Donc voilà. Je fais une petite aparté pour prévenir tous les élèves qui ont suivi le programme Trading the News. Donc Trading the News, c'est le système qui est basé sur l'anomalie de marché qui détecte des news qui sont game changers et qui sont responsables des plus gros mouvements boursiers. Vous savez, 99,9% des news, c'est du bruit de marché, mais il y a certaines news, quand elles impactent les cours de bourse, elles ont une grosse probabilité de déclencher un mouvement qui va de l'ordre de 1 mois à 3 mois. Toutes les études académiques et statistiques le montrent. Ce n'est pas une nouveauté. Le programme que je vous propose dans Trading the News, c'est comment créer un écosystème pour trouver régulièrement ces opportunités de marché, que l'on soit dans des marchés haussiers, baissiers ou en range. Ce sont les news à très court terme qui vont impacter sur 1 mois à 3 mois les cours de l'action bien davantage que le consensus de marché, la psychologie des foules. Donc, pour tous les élèves qui ont ce programme-là, on a fait une grosse mise à jour avec la team. On a fait la version qui était essentiellement en vidéo. On a tout recréer la formation en vidéo, mais avec des PDF, des cas pratiques, plein de nouveaux cas pratiques. Donc vous avez la formation maintenant que vous pouvez imprimer en réalité, et vous avez le support. Pour tous les autres, ceux qui veulent suivre ce programme, le lien est en dessous. Je l'ai réouvert jusqu'à dimanche, demain soir à minuit. Donc voilà, cette formation est ouverte une fois par an. La dernière fois que je l'avais ouvert comme ça, je l'ai proposé au public, c'était l'année dernière. Il y a à peu près 11 ou 12 mois, et puis pendant une promo. Donc voilà, c'est juste pour vous dire, en dehors de maintenant, vous n'aurez plus la possibilité d'accéder à ce programme. Donc si ça vous intéresse, ou si tout simplement vous voulez en savoir plus sur cette anomalie statistique, cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo, et puis apprenez des choses au moins en lisant cette page. Vous aurez des cas pratiques de trade, vous aurez, voilà, ça vous apprendra pas mal de choses, et il y a pas mal aussi de témoignages d'élèves qui ont suivi cette formation tout en bas de la page. Donc si vous voulez comprendre un petit peu ce qui se cache derrière cette philosophie, le lien est en description. Allez, petit suivi hebdomadaire de l'or, qui est l'actif, qui est l'un des rares actifs à privilégier cette année. Donc l'or coté en euros. Donc cette semaine, on a stabilisé. Alors, je vais vous supprimer cette histoire. Voilà, le scénario bleu, c'était une grande tasse avec une anse derrière. Donc là, vous voyez que cette semaine, on a bloqué sur la moyenne mobile ici avant semaine. Donc là, on est sur une zone de support. Donc potentiellement, là, le triangle chartiste de consolidation et de continuation de tendance, il pourrait avoir trouvé son support. Donc là, comme je l'expliquais la semaine dernière, on aurait peut-être une tasse, et là, hop, une anse qui se formerait, et ensuite un breakout haussier. Ça, c'est vraiment le scénario classique quand on est dans une tendance.
On consolide, on fait une marche d'escalier, la volatilité se contracte, on recasse la marche d'escalier par le haut et on a une nouvelle vague d'impulsion haussière. Donc là, sur l'or côté en euros, on est vraiment dans cette dynamique. Maintenant, on va passer sur l'or côté en dollars. Donc le dollar étant tellement fort, hein, je vais pas refaire l'analyse, mais si vous voulez la voir, reportez-vous à la vidéo de la semaine dernière avec le gros breakout en trimestriel sur le dollar, hein, face à toutes les autres devises à travers le monde. Donc le scénario là, pour leur côté en dollars, c'est davantage un grand triangle comme ça en mensuel, donc avec potentiellement encore peut-être hein, jusqu'à l'année, la fin d'année 2022 et milieu d'année 2023, un grand triangle comme ça là qui sera en train de se former parce que le dollar devrait se renforcer encore pendant plusieurs trimestres. Donc forcément, leur côté en dollars devrait continuer à ranger. Et enfin, après, on pourrait libérer le mouvement de l'or côté en dollars. Mais le mouvement de l'or face à l'ensemble des autres devises à l'international est en train d'être libéré et déjà en pleine tendance. Donc si on zoome pour voir un petit peu ce qui se passe, donc ce qui s'est passé en fait cette semaine, vous voyez qu'ici on a stoppé hein, la petite décharge, là, la petite tendance baissière, on l'a stoppé ici. Et donc ce que je vous traçais la semaine dernière, hein, c'est qu'on aura probablement affaire à un nouveau triangle là qui devrait se dessiner. Donc là je vous ai mis une zone de résistance qui correspond ici à un petit gap baissier, donc zone de résistance, hein, si les cours se mettent à rebondir dans la zone ici de support, ça devrait être stoppé très rapidement sur cette zone-là, consolider, hein, tout simplement consolider la baisse à court terme qu'on a eue hein, depuis le milieu du mois d'avril, calmer la volatilité et éventuellement bah voilà, un nouveau top départ pour début d'année 2023. Donc affaire à suivre, mais voilà, pour le gold côté en dollars, on reste sur ce scénario d'un grand triangle qui pourrait s'étendre jusqu'à la fin de l'année 2022. Analyse du SP500 avec toujours hein, cette image en mensuel. Donc depuis le Covid, boum, phase haussière. Là, on est en train de corriger en deux vagues. Hein. Une première vague, boum, la deuxième vague est en cours. On est censé aller chercher le bas de la bande de Bollinger inférieure en mensuel. Donc, on est vraiment dans une séquence de correction qui est extrêmement saine et qui par la suite devrait eh bien, mener à une contraction de la volatilité, chose que je vous ai dessinée en bleu, hein, les bandes de Bollinger et le scénario attendu sur les cours de bourse. On va aller maintenant faire un zoom en hebdomadaire pour voir la séquence hein, baissière qui est en train de se passer. Donc la semaine passée, on a cassé le support. Cette semaine-là, on confirme, on est toujours en dessous. Donc là, eh bien, la séquence de distribution, la séquence de la deuxième vague baissière. Donc on a une première vague baissière, boum, rebond sur la zone de résistance. On n'a pas réussi à passer. On repart vers le dessus, donc casse le support. Donc là, maintenant, à court terme, on a une nouvelle résistance. Hein. L'ancien support ici, hein, celui qui tenait bon, il a été cassé, il devient résistance. Donc là, en principe, tout rebond de marché devrait être stoppé sur cette zone-là. Hein. Et l'objectif, hein, aux alentours de 360 sur l'ETF SPY. Donc ça nous fait quand même encore une chute hein, de l'ordre de 8% sans que ça ne remette en question le scénario en mensuel, qui est, je le rappelle, la fin de la grande vague de correction, hein, celle qui est la plus forte. C'est la première phase et ensuite on devrait pouvoir assister à une contraction de la volatilité jusqu'au début de l'année 2023. Donc affaire à suivre, c'est le scénario le plus probable sur le SP500. Donc on a encore un petit peu de marge à la baisse sur le SP500. Donc sur le Nasdaq maintenant, hein, c'est l'indice qui a le plus profité hein, du dernier bull market post-Covid. Donc effectivement, en termes relatifs, hein, c'est celui qui a le plus corrigé. Hein, donc il y a une belle correction de l'ordre de moins 30%. On est déjà en mensuel à proximité du bas de la bande de Bollinger inférieure. Donc statistiquement, c'est une zone de rebond. Ça voudrait dire que eh bien, sur le Nasdaq, on est potentiellement sur des zones de support. Mais comme on l'a vu précédemment, le SP500 a encore de la marge. Donc si le SP500 dévisse de l'ordre de moins 8%, il y a quand même de faibles probabilités pour que le Nasdaq il stabilise sur les niveaux actuels. Donc on pourrait assister à un petit excès baissier hein, sur le Nasdaq. Si on fait un zoom en hebdomadaire pour voir la séquence de baisse, là on se rend compte hein, que d'un point de vue chartiste, on a atteint hop, je récupère les outils. On a atteint l'amplitude de baisse, donc on avait un double sommet. On a cassé par le bas ici la semaine du 7 février. Donc l'objectif chartiste était ici hein, autour des 12 140 points qui correspondaient aussi à une résistance. On l'a eu la semaine dernière.
On l'a cassé cette semaine. Donc voilà, là maintenant, on est en train de réévaluer éventuellement des objectifs à la baisse. Vous voyez que là, à court terme, hein, tout rebond devrait être stoppé autour de cette zone hein, qui était un ancien support qui a été cassé et qui devient résistance. Donc là, la zone des 13 000 hein, sur le NDX, c'est une zone qui aurait énormément de mal à être passée à la hausse à court terme. Si on revient sur cette zone, ça devrait ensuite redéclencher une vague de baisse avec voilà, des objectifs aux alentours de 10 500 points sur le NDX. Donc voilà, je vous rappelle, hein, en mensuel, on est censé être sur une zone de support. Quand on zoome en hebdomadaire, on se rend compte qu'on peut aller chercher beaucoup plus bas. Et ce scénario-là, voilà, il va de pair avec ce qu'on a vu sur le SP500. Donc, de mon point de vue, c'est celui qu'il faut privilégier. Voilà, que les deux indices soient bien en phase. Hein. Donc là, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que c'est vrai que tu privilégies le scénario baissier plutôt que haussier? Tout simplement parce qu'on a cassé des supports partout et que d'ailleurs, sur le Dow Jones Industrial Average, vous voyez hein, qu'en mensuel, la bande de Bollinger inférieure, elle est quand même beaucoup plus basse. Donc on a encore un gros potentiel de baisse. Enfin, quand je dis gros, c'est de l'ordre voilà, de moins 8%, exactement comme sur le SP500. Donc on a encore du potentiel de baisse hein, sur le DJI. Et quand on regarde... Quand on fait un zoom en hebdomadaire, on se rend bien compte que voilà, l'ancien support ici sur la zone des 32 600, eh bien, il était cassé la semaine dernière. Cette semaine, on confirme, on est déjà sur un objectif, mais la dynamique de baisse, elle est quand même bien installée. Donc là, tout rebond hein, autour de la zone des 32 600, 32 500, ça va être très très compliqué à repasser à la hausse. Donc tout rebond sur cette zone-là pourrait redéclencher une vague de baisse avec un objectif autour des 30 000 points, voire un peu plus bas, hein, comme on l'a vu en mensuel. Donc on est toujours dans une séquence de décharge hein, sur l'ensemble des indices américains. Peut-être on est sur les supports, mais moi de mon point de vue, on a encore un petit peu de marge, hein, de l'ordre de 8% sur le SP500 et sur le Dow Jones Industrial Average. Donc on a encore un peu de marge. Voilà. Avant de nous quitter, je vous rappelle que j'ai repris l'écriture des emails privés. Donc, si vous n'êtes pas sur ma newsletter, eh bien, vous passez à côté de pas mal de petites pépites hein, que je distribue le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Donc, le lien est en description. J'envoie ça tous les matins hein, vers 8h30, heure de Paris. Et vous verrez, cette semaine, je vous ai réservé des petites choses intéressantes. Notamment, je vais partager avec vous... 3 reportages que j'ai vus sur des surfeurs québécois qui ont monté des projets de vie extrêmement inspirants au Salvador. Donc Salvador qui est censé être le nouvel Eldorado pour le Bitcoin. Et quand on regarde ce genre de petits reportages, ça donne vraiment des ailes, ça donne des envies de s'accomplir en tant qu'humain et je voulais vraiment partager cette bonne énergie avec vous. Donc ça, je vous le partagerai dans l'email de lundi et vous verrez, il y a d'autres choses qui vont être assez marrantes au cours de cette semaine. Donc le lien est en description pour rejoindre les emails privés et vous pouvez vous désinscrire à tout moment de ces emails privés en cliquant tout en bas de l'email sur « Je me désinscris » si vous en avez marre de recevoir mes emails. Mais pour s'inscrire à ces emails, il faut que vous validiez. Il y a un mail de confirmation qui vous est envoyé la plupart du temps dans vos spams. Confirmez, déplacez l'email de vos spams à votre boîte email habituelle. Et puis comme ça, on restera en connexion pendant toute la semaine entre les vidéos du samedi.